écoutez Seriland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la scénariste et créatrice de séries Marie Roussin. Les Bleus, Borgia, Un village français, Les Bracelets rouges ou encore Lupin, elle a participé à tous ces projets et développe actuellement sa propre série. Marie Roussin est l'invitée de Seriland. Je m'appelle Eva et je vais me répéter. Quand j'étais petite, à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?», la réponse a longtemps oscillé entre institutrice et assistante sociale. Avant de se focaliser, non sans une certaine obsession, sur deux autres professions, journaliste et scénariste. Écrire, écrire et encore écrire. Autant dire que j'ai une fascination pour celles et ceux qui ont endossé la carrière de scénariste. Je les admire, les envie aussi. Marie Roussin fait partie de ces personnes que j'envie, que j'admire, et de ces êtres qui ont choisi le parcours semé d'embûches de la création. Sur son CV, les séries de qualité s'accumulent, d'un village français aux Bracelets rouges, en passant par Borgia ou Lupin, et depuis quelques mois, elle vit au rythme de sa série, sa fiction à elle. Est-elle pour autant une showrunneuse à l'américaine ? Comment s'organisent ses journées ? À quoi ressemble le métier de scénariste de série aujourd'hui ? Est-elle en colère, comme la plupart de ses collègues français, qui protestent contre le manque de reconnaissance de la part du métier ? Réponse avec Marie Roussin dans ce nouvel épisode de Seriland. Seriland, épisode 57. Bonjour Marie Roussin. Bonjour. Oui, je vous envie. Ne souriez pas. Je vous envie, je vous admire aussi. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, j'ai à peu près 105 034 questions à vous poser. Très bien. Alors, sur votre parcours, les scénarios d'avant, Oui. celui en cours de tournage, enfin, le tournage vient de se terminer, vous allez tout nous raconter. Sur la colère des scénaristes français actuellement, sujet que vous connaissez très bien, je pense, parce que vous êtes d'ailleurs la présidente du syndicat de la Guilde française des scénaristes. Et j'aimerais que l'on commence avec ça d'ailleurs. Depuis plusieurs semaines, il y a un compte Facebook intitulé Paroles de scénaristes qui recueille des témoignages de scénaristes, donc en colère contre le manque de reconnaissance qu'ils et qu'elles constatent au quotidien. Alors, si je devais résumer la situation avec une formule, ce serait gloire aux producteurs et aux réalisateurs et tant pis pour ceux qui inventent des histoires, c'est-à-dire quand même la matière première des séries que nous regardons tous les jours. Est-ce que j'exagère quand je dis ça ? Est-ce que c'est ça la situation ? Il y a un peu de ça, oui, bien sûr. Dans certains cas, absolument. Oui. Pourquoi, comment vous expliquez la colère et sur quoi elle repose aujourd'hui ? La colère, c'est vraiment l'invisibilité et le fait d'être pas reconnu. Et la reconnaissance, elle passe pas seulement par une tape sur l'épaule, mais elle passe par des rémunérations, évidemment. Après, c'est beaucoup de scénaristes qui sont en effet pas mis en avant, qui sont oubliés. Je pense que ça s'explique culturellement par tout un tas de choses. Il y a eu notamment la place de l'auteur-réalisateur en France qui a été très très importante. Et donc finalement, une espèce de drôle d'impression qui perdure pour les réalisateurs de ne pas être totalement accomplis s'ils n'écrivent pas eux-mêmes leurs films. Donc ça, c'est terriblement pervers parce que ça n'encourage pas les réalisateurs à travailler avec des scénaristes là où ils pourraient faire des binômes formidables. Et ça n'encourage pas des scénaristes à se sentir en confiance, évidemment. Voilà, donc c'est... Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez, c'est un film ou une série, en l'occurrence, d'un tel, et on cite le nom du réalisateur, alors que l'histoire originale, elle vient pas du réalisateur souvent, mais bel et bien du scénariste, de vous en l'occurrence, qui suez tous les jours pour trouver de nouvelles histoires. Oui. Et j'ai envie de dire, nous aussi, sur qui repose le risque, puisque un réalisateur, par exemple, en télé, quand on lui demande de réaliser des épisodes d'une série, il sait que ça va se réaliser. Et c'est pour ça qu'on l'appelle. Et donc, il y a zéro risque. Enfin, le risque de son métier, évidemment, mais pas du tout sur le projet lui-même. Quand on demande à un scénariste de travailler en télé et de réfléchir à des projets ou de proposer des idées, on n'a pas la moindre idée de, justement, si l'idée aboutira, si ce projet aboutira. Donc, combien de projets sont passés à la poubelle sur lesquels vous avez pu travailler pendant des mois et des mois ? Pour que les gens comprennent de quoi on parle exactement. Combien, je saurais pas dire. Enfin, beaucoup, parce que c'est bien énorme, sûr. c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est normal. C'est le risque du métier, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est le risque du métier. C'est le jeu du métier, je dirais. La question, c'est qu'il faut être payé. Oui. Si les chaînes, par exemple, en série télé, veulent choisir le meilleur, elles veulent... Ça, c'est tout à fait normal. C'est une logique plutôt
qui a du Logique, sens. oui, oui. Je veux dire, de demander à recevoir beaucoup de projets et puis seuls les meilleurs seront choisis. Le problème, c'est qu'il faut payer le luxe de pouvoir choisir les meilleurs. Si on sait qu'on n'en produira que 4, par Oui. exemple, on pourrait aussi n'en commander que 4. Oui, et pas 10. C'est un luxe Ouais. d'en commander 10 pour évidemment choisir les 4 meilleurs parmi ces 10. Donc ce luxe, il se paye. Le risque ne peut pas reposer sur le scénariste. En cinéma, c'est là que c'est très problématique. C'est qu'il y a des cas où la moitié de la rémunération des scénaristes ne sera payée que si le projet se fait. Donc là, c'est complètement délirant. Mais cette situation, me semble-t-il, en tout cas, elle n'est pas nouvelle. Ça Non. fait des années que j'entends parler de ce manque de reconnaissance des du rôle de scénariste en France. Pourquoi il y a cette révolte particulièrement là aujourd'hui? Vous la Alors, comprenez? Il y a eu un élément déclencheur? il y a plusieurs choses. Je dirais déjà, il faut vraiment quand même distinguer la télévision du cinéma. Parce que Bien sûr. quand vous parliez d'un film 2, bien souvent, il est écrit ou coécrit par des réalisateurs. Mais Si on s'en tient aux séries, pour le coup. une série de un réalisateur, ça a d'autant moins de sens, enfin ça a de moins en moins de sens, parce qu'un réalisateur ne réalise presque plus aujourd'hui tous les épisodes d'une série. Ça n'existe que sur des mini-séries en fait, de 6 Tout à fait. épisodes qui sont confiés parfois à un seul réalisateur ou une seule réalisatrice. Et alors pourquoi vous le comprenez? Comment cette révolte aujourd'hui qu'on n'entend plus particulièrement? Je pense parce que justement, depuis plusieurs années, ça évolue quand même dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus des scénaristes, on connaît mieux leur métier, on s'intéresse à leur métier, on commence à connaître des noms de scénaristes quand avant on ne connaissait jamais les noms de scénaristes. Et on commence à comprendre qu'en série télé, c'est le scénariste qui est au cœur du processus de création. Ça, je pense que ça a fait évoluer les choses culturellement. Ensuite, il y a, c'est souvent des histoires de gouttes d'eau qui font un petit peu Oui. déborder le vase. Et à l'origine de la création de la page parole de scénariste, il y a eu une histoire absurde d'une commission d'attribution d'aide à l'écriture du scénario, où on a demandé au réalisateur qui n'écrivait pas, qui n'était même pas co-auteur du projet, de venir parler du scénario à la place de la scénariste. C'est formidable. Donc là, vraiment, bon, quand on atteint un niveau d'absurdité tel, évidemment. Donc là, c'était la goutte d'eau qui est à l'origine du lancement de la page. C'est une guildienne. Oui. Elles sont 2, en fait, à avoir créé la page Parole de scénariste. Donc elles sont adhérentes du syndicat. Et voilà, on a été prévenus de ce qui est arrivé. Marie Roussin, c'était intéressant de vous entendre sur cette question parce que vous avez vécu aux États-Unis, vous Oui. vous êtes formée au métier de scénariste aux États-Unis. Quelle est la différence avec les États-Unis? Là-bas, quand même, le poids des scénaristes est beaucoup plus important qu'en France, non? Oui, en fait, il n'y a jamais eu de place à gagner pour le scénariste en télé américaine. Je raconte toujours la même histoire, mais je la trouve très parlante. La télé américaine vient de la radio américaine. Au départ, c'était des feuilletons radio. Et L'équivalent des podcasts aujourd'hui, quasiment, hein, et voilà. qui donne aussi naissance à des séries. Absolument. Et donc, évidemment, le maître à bord était la personne qui écrivait les personnages, décrivait les personnages et écrivait les histoires. Et puis, ils se sont dit, mais puisque maintenant, on a un nouveau médium qui s'appelle la télé, qui est visuel, ce serait hyper sympa, plutôt que d'entendre la belle voix suave de John, d'avoir en plus une belle gueule. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Et donc, on a ajouté l'image à tout ça. Et très naturellement, celui qui est resté maître à bord était le scénariste, puisque ça continuait d'être lui qui guidait, évidemment, qui déterminait les histoires, qui créait les personnages. Et donc, il est resté maître à bord et on a filmé de plus en plus, on a mis en image ces séries qui sont devenues de plus en plus belles. Les réalisateurs se succédaient, puis il fallait beaucoup de monde, ça tournait, il y avait beaucoup d'épisodes. Et celui qui était toujours là et qui assurait la cohérence de tout ça, c'était le scénariste. Et donc, la télé américaine vient de là et le scénariste n'a jamais eu à disputer sa place. Il est resté celui qui assurait la cohérence du projet. Donc, c'est lui qui indiquait au réalisateur, plus c'est devenu visuel, plus il y a eu des directions artistiques, il indiquait au réalisateur ce qu'il voulait, il parlait avec les chefs de poste. La télé française, à l'inverse, on l'a vue comme l'espèce de petite sœur honteuse du cinéma. Donc déjà au départ c'était honteux, donc c'est pas super pour... au départ en fait, ça donne pas envie aux grands talents de venir. Bien sûr. En tout cas, quand un réalisateur commence son travail au cinéma, il a l'intégralité du scénario devant lui, il a le début et la fin, ce qui est très très différent de la série télé. Et oui.
Et donc, en France, tout d'un coup, les scénaristes, il a fallu se battre pour dire: «Mais en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon». Et ça a été très long à comprendre. Et aujourd'hui, les producteurs, le comprennent, en fait. Les producteurs qui veulent faire des séries, qui veulent livrer une nouvelle saison de série chaque année, comprennent qu'en fait, c'est très, très différent, le cinéma et la télévision à ce niveau-là. En Et donc, la place du scénariste est beaucoup plus évidente en télévision. Alors, on va parler du poste de showrunner dont on entend beaucoup parler. C'est un mot qui revient régulièrement dans les épisodes de Seriland. Ce sera pour un peu plus tard parce que vous allez nous raconter votre expérience, Marie Roussin. Une des premières séries sur lesquelles vous avez travaillé, c'est celle-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du générique. Parce que vous n'êtes pas compositeur non plus. C'était Les Bleus. Les Bleus sur M6. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez vu pour la première fois votre nom au générique, alors d'une série, pas forcément de celle-là? Je crois pas. Non. Je crois pas. Pourtant, je me souviens, je me souviens que j'avais appelé ma grand-mère quand je savais que mon nom allait être au générique, mais je me souviens plus. Vous savez plus de quelle série c'était? Non. Mais est-ce que vous vous souvenez, vous avez encore cette sensation d'attendre votre nom, effectivement, au générique? Je saurais pas dire. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, je sais qu'il y est. Je pense que C'est une forme de reconnaissance je le aussi. guette pas. Mais absolument. Non, mais c'est très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le guette pas dans le sens où je sais qu'il arrive et il y a quelque chose de moins spectaculaire à ce qu'il arrive aujourd'hui. Ça me semble tout à fait Ah oui, c'est pour ça que je vous demandais la première fois. normal. Voilà. Quel souvenir vous gardez des Bleus? Un très bon souvenir déjà parce que la saison sur laquelle j'ai travaillé sur Les Bleus, on travaillait déjà, c'était vraiment déjà un travail d'équipe avec d'autres scénaristes qui dont beaucoup faisaient partie d'un collectif, le SAS, auquel j'appartiens depuis presque le début, et donc depuis plus de 10 ans, bientôt 15. Et donc un très très bon souvenir, c'était Fanny Herrero qui dirigeait l'écriture à ce moment-là. On était une belle équipe. À qui on doit 10% notamment. C'est Absolument. une de ces grandes séries. On avait très envie d'apprendre et de faire un super travail, quoi. Et alors, comment vous aviez commencé? Vous avez été lectrice de scénario, alors formée aux États-Unis? Non, alors non. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. En fait, j'ai d'abord été formée en France, au CEA. C'est quoi le CEA? C'est une C'est école? le Centre européen d'écriture audiovisuelle, qui a une formation longue, qui s'appelle la formation initiale de 2 ans, qui est sur concours, que j'ai présenté. Et moi, j'étais un peu une bête à concours parce que j'avais l'habitude d'être première de classe pendant mes études et je me suis totalement vautrée, c'est-à-dire que j'ai été éliminée du concours dès la première étape. C'était vraiment affreux. Alors, pardon, je vous coupe juste un instant, mais est-ce que c'était votre rêve d'enfant d'être scénariste comme moi, ou pas du tout? Alors, pas du tout, mais en y repensant, j'ai trace d'un premier scénario que j'ai écrit quand j'étais à l'école primaire. Ah, donc vous aviez entre Un film 6 et qui 8 ans? s'appelait Un surf pour 3. Sauf pour 3? Voilà. Et à l'époque, j'écrivais des dialogues avec des petits tirets comme dans les Ah romans, oui. puisqu'évidemment, j'avais jamais lu de scénario. Donc voilà. Et avec un bic à 4 couleurs, et je mettais des tirets de couleurs différentes pour les personnages qui parlaient. Voilà. J'ai retrouvé ça et je me suis dit, ah, mais en fait, quand même, ça date un peu cette idée-là. Alors, pardon, je vous ai coupé. Donc, scénario à 6 ans, l'école de CEA, le centre de formation. Oui. Vous vous vautrez au concours. Absolument. Alors, j'avais fait d'autres études avant ça et j'ai fait un stage en fait chez Scarlett Productions, qui venait de faire à l'époque Clara Scheller, donc qui était un grand succès. Donc les productrices recevaient beaucoup de scénarios et de demandes et ils avaient besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Et moi, j'arrivais pile poil au bon moment parce que c'est tout ce que je demandais, c'était justement lire des scénarios, me familiariser avec cet objet que je connaissais pas en fait. C'est là que j'ai découvert l'existence du CEA. J'ai présenté le concours donc que j'ai raté, mais il y avait d'autres formations qui n'étaient pas sur concours à l'époque. Et j'ai fait la formation qui s'appelle aujourd'hui le Grand Atelier Série, qui à l'époque s'appelait Écrire le 52 minutes, qui était le format de sériel Bien d'une sûr. heure, qui était mon format d'ailleurs quand même préféré. Et voilà, donc j'ai fait cette formation et ça a commencé comme ça.
Et après, aux États-Unis. Alors après, en fait, non, j'ai commencé à travailler Sur les tout de Bleus suite après la formation sur pas mal de séries qui ont jamais abouti, donc les fameux projets qui ne se Qui font passent à jamais, la dont on poubelle. parlait tout à l'heure. Mais ça m'a permis d'apprendre, évidemment, de rencontrer aussi d'autres scénaristes, d'avoir des envies d'écrire des choses ensemble. Et puis, il y a eu les Bleus. Et puis ensuite, mais c'est quelques années plus tard, je suis partie, ça devait faire 4 ans que j'étais scénariste, je suis partie aux États-Unis compléter ma formation par... donc j'ai pris là-bas des cours de scénario, évidemment, et de production. Je voulais me comprendre mieux, enfin, ajouter des cordes à mon arc. En fait, Alors, je tout comprends la simplement. suite, mais on va y arriver. Oui. Mais avant que vous partiez donc aux États-Unis, si j'arrive Oui. bien à suivre, Oui. 1 an après les Bleus, vous faites partie des scénaristes qui créent Odysseus pour Absolument. Arte. Vous n'avez pas honte de vider les cuisines quand on manque de tout? Toi, t'as pas honte de laisser ton peuple crever de faim? Tiens ta promesse, marie-toi, il aura à manger. Allez, lève-toi. Allez. Toi, réveille-toi. Dors. Sale moyenne! Depuis quand une esclave donne des ordres? C'est un des épisodes sur lesquels vous avez travaillé, si j'ai bien travaillé moi de mon côté. On est d'accord? Oui. Et alors, c'est incroyable. Pardon, allez-y Oui, Marie. non, juste une précision. Ouais. Je n'ai pas créé Odysseus, ni co-créé. C'est Frédéric Azémar, le créateur de la série. Et j'ai fait partie de la première équipe de scénaristes qui a travaillé avec lui. Vous avez raison, pardon, c'était pas le mot créé, mais effectivement, Oui. participer à l'écriture, Voilà. parce que c'était un groupe d'écriture Oui. pour cette série, avec notamment, alors j'ai repéré les noms, et là je suis tombée par terre, parce que Frédéric Krivine, quand même, Oui. qui est un des grands scénaristes en France, Oui. un vieux de la vieille, comme on dit. Ouais. Dans ce groupe, vous côtoyez notamment Fanny Herrero, dont on a Oui. parlé tout à l'heure, mais aussi Elsa Marpeau. Oui. Elsa Marpeau, c'est Capitaine Marlowe, par exemple. Olivier Dujol, à qui on doit la série Falco sur TF1 et qui a signé quelques épisodes du Bureau des légendes. Enfin, vous étiez un grand groupe. Benjamin Dupas. Vous étiez au moins une dizaine, si je me à qui on doit trompe pas, Vampire. quasiment. On était, non, il me semble qu'on était 6 en fait, scénaristes. Frédéric Krivine. Ouais, moi, j'avais l'impression qu'il y avait une liste très très longue. Alors, là, je parle de l'équipe de début, Ah, de début. vraiment de D'accord, début. d'accord. On était 6 avec Frédéric Azémar. Et ensuite, Frédéric Krivine a repris la direction d'écriture de la série. Une partie des auteurs, parce qu'il s'est passé du temps en fait, il y Oui. a eu beaucoup de temps, ça a été une écriture très longue, une partie des auteurs sont partis, ont été remplacés par d'autres, c'est pour ça que vous avez dû voir beaucoup de noms à de noms, s'afficher, mais en ouais. tout cas tous ceux que vous avez cités, Frédéric Azémar, Benjamin, Fanny, Olivier, en fait beaucoup d'entre eux travaillaient déjà sur les Bleus justement, et on fait tous partie toujours de ce même collectif, le SAS. Et un concentré de talent. D'une même génération, quasiment, ou pas? Oui, à peu près. Oui, il doit y avoir, je sais pas, 15 ans d'écart entre le plus jeune et le plus âgé. Est-ce que vous correspondez à... Je parle de génération parce que est-ce que vous correspondez à ces gens, à ces personnes justement qui n'érigeaient pas le cinéma comme le grand frère de la télévision, comme par rapport à la télé qui était un peu dénigrée? Est-ce que vous étiez cette génération de gens qui avaient été biberonnés aussi aux séries américaines et donc qui comprenaient l'importance de la série comme objet culturel? Je pense qu'on aimait tous la série. Je suis pas sûre qu'on ait tous été biberonnés. Moi, je suis la plus jeune, je crois, du groupe. Et moi, j'avais une télé dans ma chambre à 12 ans et j'ai vraiment grandi devant la télé. Mes camarades, on connaît sont cinéphiles aussi. Je crois que c'était surtout ce qui nous a regroupés à ce moment-là, c'était la frustration de se dire qu'on faisait pas d'assez bonnes séries en France et l'envie de... Parce qu'évidemment, c'est très tentant de dire juste que c'est la faute des autres, les diffuseurs qui prennent pas assez de risques, les producteurs qui, nécessairement, par conséquent, ne prennent pas de risques non plus. Et en fait, nous, ce qui nous a regroupés, c'est surtout l'envie de se dire, on va essayer, nous, d'être meilleurs, d'être vraiment, vraiment bons. Et puis ensuite, on pourra dire que c'est la faute des autres. Mais disons qu'on va commencer par se regarder nous et se dire que, à commencer par nous, on peut être meilleur. Il y avait des séries référentes pour vous à l'époque déjà ou pas? Plein, mais alors comme on était plein, on avait beaucoup de séries. Mais pour vous, pour Marie moi, Roussin. bien sûr, moi j'ai grandi avec X-Files, avec Art les cœurs à vif. Évidemment, mais évidemment, Art les cœurs à vif. Comment on ne peut pas grandir sans Art les cœurs à vif? Voilà, avec Nos meilleures années, et puis avec Buffy contre les vampires. C'était beaucoup la trilogie du samedi soir Sur M6, d'M6. ouais. C'était beaucoup de Jimmy, Canal Jimmy.
J'ai regardé Profit quand j'avais, je sais pas, sans doute 16-17 ans, quelque chose comme ça. C'était des séries, alors vraiment pas du tout grand public. Alors, vous nous parliez de ce travail collectif. Hein, vous étiez Oui. réunis entre 6, oui, à peu près 6 scénaristes à chaque fois pour l'écriture. Est-ce que c'était une révolution aussi en France, ce travail-là d'écriture? Je me souviens d'avoir parlé avec Frédéric Crivine, qui a été quelqu'un qui l'a instauré vraiment comme méthode de Absolument. travail. Vous, ça vous semblait naturel de bosser en équipe? Comment vous vous répartissiez le travail? Parce c'est difficile à appréhender de se dire, mais il y a 6 personnes dans une salle, comment vous vous répartissez? Est-ce qu'on se répartit des scènes? Est-ce qu'on se répartit des personnages? Comment vous Alors, réfléchissez? déjà, beaucoup de cette même équipe, hein, ont travaillé sur un village français. Hein, Oui, donc on va y venir, on va y venir. Non, bien sûr, bien sûr. Mais l'idée, c'est pas vraiment de se répartir des personnages, non, c'est plutôt de se mettre tous ensemble pour, je dirais, explorer le plus de variantes possibles d'une histoire. Sur des séries comme Odysseus, un village français, évidemment, ce sont des séries quand même chorales, donc il y a beaucoup de personnages. Ça permet de pas tourner en rond. La série, c'est quand même un engin assez merveilleux, mais qui doit générer une infinité d'histoires, et dans chaque épisode, et dans une saison. Et pour ça, évidemment, c'est bien mieux d'être beaucoup. Alors, ça vous paraît naturel de dire ça, mais je me dis, dans un épisode, par exemple, la question est un peu bizarre, mais combien d'histoires vous créez dans l'histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ça dépend, mais je veux dire, ça dépend de la série, Bien ça sûr, dépend bien évidemment sûr. du nombre de personnages et tout ça, mais je sais pas, il y a, je dirais, au moins, enfin, dans le format qui est le mien, hein, le 52 minutes, on va Ouais, dire, il y ouais. a au moins 3 histoires. 3 histoires Au en moins une. 3 intrigues, Ouais, oui, ouais. oui. Et qui font généralement, de toute façon, progresser l'histoire, l'intrigue de la saison. Et puis, enfin là, j'en reviens au nombre d'auteurs. C'est très important aussi parce qu'une série, à la grande différence du cinéma, ce que pas mal même de producteurs, hein, n'ont pas encore très clairement en tête, c'est une série. Donc c'est une machine à générer du conflit. Ce sont des personnages qui ont des conflits qui évoluent, si on veut, mais ne se résolvent pas. Il n'y a pas vraiment de finalité. C'est la grande différence. Un film, il y a une finalité, il y a une fin. Une série, elle pourrait ne jamais s'arrêter. Elle finit par s'arrêter parce que on se dit Oui. que voilà, le spectateur, bon, au bout d'un moment, les comédiens aussi. Tout le monde en a marre. Voilà, mais elle pourrait ne jamais finir. Alors, c'est Cathy Vernet qui a dit ça dans une conférence, et j'ai trouvé ça mais très ingénieux pour comparer le cinéma à la télé. Elle disait exactement ce que vous venez de dire. Au cinéma, un film, il y a un début et une fin. Et dans une série, il y a un début, mais pour la suite, on ne sait pas. Mais bien sûr, il y a pas de fin. Mais pas seulement parce que on essaye de faire d'autres saisons. C'est vraiment pas ça. C'est que la série, elle explore, comment dire, c'est presque philosophiquement, elle va explorer des thématiques et elle va les décliner. Elle va les décliner selon des personnages qui vont aborder cette thématique-là et apporter une réponse à la question philosophique. Enfin, quand on voit Six Feet Under, c'est ce genre de choses. À chaque saison, il y a une nouvelle façon de questionner notre rapport à la mort et donc à notre vie et comment on vit sachant qu'on va mourir. En gros. Marie Roussin, Oui. vous avez prononcé les 2 séries préférées au monde, c'est-à-dire Arte Cœur à Vif et Six Feet Under, dont vous gagnez le pass Série-Land jusqu'à la fin de ce podcast, jusqu'à ce qu'il n'existe plus aussi, parce que bon, il y aura peut-être un jour une fin quand même. Je voulais qu'on parle de cette grande aventure télévisuelle, et évidemment, vous allez reconnaître tout de suite. C'est toi le médecin maintenant. C'est vrai que la guerre fait des miracles. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont pris parce que je cachais un juif. Antoine, le maquis. Je sais où ils sont. J'ai passé 6 jours. Comment on fait pour pas parler? Extrait d'un épisode du Village français auquel vous avez participé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez un bout de... Moi, ça me Un touche extrait comme toujours ça. C'est vrai beaucoup. Ouais. Pourquoi? C'est une série à laquelle je suis extrêmement attachée. Bon, déjà parce que je la trouve vraiment très très réussie. J'ai eu une
satisfaction immense à travailler dessus. Ça m'a appris énormément et j'aimais la série, j'aimais les personnages, j'aimais travailler avec Frédéric Krivine. Et voilà, c'est vraiment. Je pense que je suis très très influencée par la façon qu'on avait de travailler sur cette série. C'est une grande saga qui évoque la Seconde Guerre mondiale à Villeneuve, qui est une sous-préfecture fictive dans le Jura. La série repose sur l'évolution psychologique des personnages. Entre résistants et collabos, on comprend très rapidement que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et c'est toute la qualité de cette série, justement, c'est d'avoir perçu la psychologie de ces personnages dans une période extrêmement compliquée. Est-ce que vous avez eu du mal à dire au revoir à ces personnages quand vous avez arrêté de participer à Un village français ? Ça, je ne l'ai pas raconté à beaucoup de gens. Mais je me souviens que j'avais versé ma petite larme quand j'avais envoyé tout d'un coup mon dernier texte. En fait, j'avais été très émue tout d'un coup de réaliser que c'était la dernière fois que je faisais clic et que j'envoyais un texte parce que c'était la fin de la série. Alors, vous faites clic et vous envoyez votre texte. À Frédéric Krivine, on vient de comprendre que vous travaillez en équipe. Oui. Mais après, dans le travail d'écriture, vous êtes seul face à votre bureau. Vous n'avez pas une salle où vous êtes tous ensemble. J'ai en tête ce livre de Tony Benacquista qui s'appelle Saga. Bien sûr. Où tout se passe dans une salle qui est totalement fermée, là. Et donc, j'imagine toujours les scénaristes en train de travailler comme ça. Est-ce que c'est le cas où vous êtes seul dans votre bureau ? Ça dépend des séries. Alors, sur Un village français, on faisait vraiment des ateliers assez intensifs pour les arches, c'est-à-dire les grandes... On allait jusqu'à déterminer les grandes lignes de la structure de chaque épisode. Donc, d'abord les grandes lignes de la saison, et puis on entrait ensuite épisode par épisode. Dans les détails. Mais quand même, on en restait à la structure. Et ensuite, les scénaristes repartaient et justement écrivaient le séquencier, c'est-à-dire le découpage d'un épisode scène par scène, puis une version des dialogues. Mais alors, comment on s'incruste dans une équipe qui a déjà écrit les 4 saisons, en l'occurrence, par exemple, pour Un village français ? Comment vous arrivez à vous glisser dans cette équipe et à écrire, en fait ? Ça vous paraît peut-être idiot comme question ? Ça vous paraît normal, non, en fait ? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est deux questions différentes. Il y a l'intégration dans l'équipe d'écriture. Pour moi, c'était quand même vraiment beaucoup de chance parce que donc j'arrivais en effet en saison 5. Beaucoup de mes amis avaient collaboré aux saisons précédentes. Donc j'avais entendu tellement de fois parler des ateliers que ça me semblait assez finalement familier. Ensuite, moi, j'avais rencontré Frédéric Krivine sur Odysseus, justement, et c'est après Odysseus qu'il m'avait dit « Le jour où une place se libère dans l'atelier, j'aimerais bien que tu rejoignes l'équipe ». Donc, tout ça était plutôt facilité, en tout cas. J'avais pas d'inquiétude sur mon intégration au sein de l'équipe. Et ensuite, il y a le fait de se mettre à écrire quand il y a déjà 4 saisons. Ça, c'est quand même, je dirais, plus facile, au contraire. Parce que Ah, c'est vrai ? J'avais tous les épisodes d'avant à regarder pour me familiariser avec la voix des personnages. Il y a beaucoup plus de matériel. C'est plus facile. Et alors, ça veut dire que vous regardez les 4 saisons précédentes ? Oui. Et est-ce que vous lisez aussi les scénarios ? Oui, très important. D'accord. Oui. Pourquoi très important. Parce que vous voyez comment c'est écrit, en fait, bien comment sûr, est structurée l'écriture. C'est vraiment pas la même chose. Hein. Et quand je m'étais fait éliminer du concours du CEA et que j'avais dû... Je sens qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Hein. Vous voulez leur envoyer un petit message ? Ah non, mais en même temps, vous avez votre revanche. Hein. Mais non, mais j'ai fait... De toute façon, non, mais grâce à eux, j'ai commencé à travailler grâce à la formation que j'ai fait chez eux. Hein, donc, je leur en veux pas du tout. C'est plus... En fait, j'en ris aujourd'hui. C'est plus pour donner de l'espoir. Il ne faut pas s'arrêter à un concours raté. Moi, c'est plutôt le message. Si je dois faire passer un message, c'est plutôt ça. C'est pour ça que... Mais en fait, à l'époque où je me suis retrouvée toute seule, donc je me disais, zut, personne ne va me former, j'ai commencé à me former toute seule. C'est-à-dire que des séries, j'en avais vu depuis que j'avais 12 ans, comme je vous ai dit, beaucoup. Mais en fait, là, ce qui m'a intéressée, c'est de décortiquer les épisodes. Donc moi, j'avais pas encore accès à des scénarios parce qu'il n'y avait pas toutes les données qu'on a aujourd'hui où on peut trouver des scénarios sur Internet. Mais donc, j'ai regardé les épisodes et je les ai décortiqués. C'est-à-dire que j'ai refait les séquenciers de dizaines et de dizaines d'épisodes de séries pour le faire toute seule. Et en fait, c'est différent, en effet. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose quand même, Marie-Rose, parce qu'on a dans ces épisodes de Série-Land des gens qui sont complètement fous. Hein. On a reçu Éric Benzekri, donc, qui est un des auteurs de Baron Noir, et qui nous a raconté avoir aussi dépioté
tous les épisodes de The Wire. Bien mais sûr. quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il a chronométré chaque séquence. Ah bah oui. Mais vraiment, entrée, sortie des personnages, pendant combien de temps on est avec ou sans le héros, etc. Et à l'époque, je lui ai dit, vous êtes complètement fou. Mais vous êtes en train de me dire que vous avez fait la même chose. Ah mais oui, mais bien sûr, oui. Mais c'était un jeu pour vous ou c'était vraiment pour Mais non, voir mais à l'époque, c'était. Enfin, on peut pas juste dire je veux écrire des séries et juste les regarder, quoi. Enfin, il faut voir comment elles s'écrivent, comment elles sont écrites. Justement, quelles sont les différences à l'écriture de deux séries qui ont pourtant le même nombre de minutes. Elles font les séries américaines, elles font 42 minutes. Entre, je sais pas, 24 heures chrono, The Good Wife, et The Good Fight, il y a des différences colossales. Donc, Et alors, vous notiez quoi sur vos papiers ? mais je notais toutes les séquences, l'enjeu de la séquence, le nombre de personnages présents, la durée de la séquence. En gros, essentiellement, c'était ça. C'était l'enjeu, qui était présent et la durée. Sur quelle série vous avez fait ça ? Oh là là, mais tellement... C'est pas vrai. Sur Ah plein de séries ? Mais oui, mais je faisais pas tous les épisodes Non, de mais toutes j'espère les bien. séries. J'espère bien, sinon vous avez eu 4 vies, je suis pas au courant. Non, mais non, mais je faisais plein de séries différentes, en fait. Six Feet Under, Sex and the City, qui n'avait pas le même format pour le coup. Et c'est quoi qui vous intéressait ? C'était notamment le rythme, en fait ? C'était Comment l'écriture peut se répercuter ensuite en rythme à l'image ? C'était, oui, le rythme des épisodes. Ce qu'il y avait, parce que j'avais compris qu'aux États-Unis, ils écrivaient avec des actes. Donc, quand se terminaient les actes, est-ce qu'ils se terminaient par quel type de scène ils se terminaient. En fait, les actes, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de coupures pub. Donc à chaque fois, ça correspondait à ça aux États-Unis, mais quand on les regarde en France, on n'avait pas de coupure pub. Donc c'était intéressant de repérer les fins d'actes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui se jouait ? Combien il y avait d'intrigues ? Justement, la question que vous me posiez, combien il y a sur certaines séries, il y a jusqu'à 7, mais j'en découpe encore aujourd'hui des épisodes. Ah, vous le faites encore aujourd'hui ? Ah oui, et je demande à mon équipe d'auteurs de le faire. C'est un travail... C'est formateur, en fait. Ah mais oui. Bien sûr. Ouais. Et alors, ça vous donne quoi ? Des petites recettes que vous avez envie ensuite d'appliquer ou c'est plus à titre, pas indicatif, mais oui, pour comprendre la structure, une meilleure simplement. connaissance du métier, une meilleure connaissance des rouages, de comment les intrigues s'articulent, comment... Alors attendez, je suis en train de comprendre que vous passez votre vie à écrire, que vous découpez des épisodes des séries des autres. Concrètement, comment vous travaillez à la maison ? Je ne sais pas si vous êtes à la maison ou est-ce que vous avez un bureau ? Est-ce que vous travaillez en musique ? En mangeant, en buvant ? Alors moi, la musique, je peux pas. Ouais. J'ai travaillé à une époque un peu dans des cafés pour justement sortir de chez moi. Non, alors ça, vous oubliez, vous arrêtez, vous ne nous en parlez même pas parce que ça va nous démoraliser. C'est tout à fait déprimant. Voilà. Mais de toute façon, je le fais plus. Donc en fait, mais ça, c'est vraiment quand je suis seule. Mais après, quand je travaille sur des séries, la production nous réserve un bureau ou nous loue un bureau quand les locaux le permettent pas. Et on se réunit et on passe la journée ensemble. Alors la journée, ça peut être de 10h à 16h, ça peut être de 10h à 13h. Ça dépend de chaque série à son fonctionnement. C'est pas un métier de solitude absolue. En télé, et j'insiste vraiment sur cette différence, et sur des séries qui s'écrivent en atelier d'écriture, non. Mais après, il y a de toute façon toujours le moment où on se retrouve seul. Les dialogues, ça se fait pas à deux. Enfin, même quand on fait des dialogues en binôme, on écrit chacun sa part des dialogues. Donc il y a toujours un moment, évidemment, où on se retrouve seul. Et on devient schizophrène ou pas ? À faire des dialogues en imaginant les voix. Parce que je suis sûre que vous pensez aux voix quand vous écrivez les dialogues. C'est essentiel. Moi, un des meilleurs exercice que j'ai appris à faire, ça c'était une leçon que j'avais apprise aux États-Unis, c'était justement quand on arrive sur une série, et c'est pour ça que je l'avais fait sur Un village français notamment, il faut pas seulement regarder les épisodes, pas seulement lire les scénarios des épisodes, mais juste écouter les voix pour s'habituer à la musique des personnages. Bien sûr. Et donc... je me souviens quand j'étais étudiante aux États-Unis et je conduisais, parce que là-bas on fait rien sans voiture, j'avais mon ordi que je mettais sur le siège passager, donc il était je voyais évidemment pas l'écran. Mais vous écoutiez. Et j'écoutais j'écoutais, je faisais défiler des épisodes et j'écoutais les voix des personnages. Et voilà, et donc, pour répondre à votre question, donc ça dépend. En fait, parfois on travaille en atelier, on est tous ensemble, et parfois seul chez nous, et là on a beaucoup de voix dans la tête. Alors, votre carrière, justement, elle est jalonnée de plusieurs expériences très différentes. En 2013, votre nom s'affiche au générique d'une coproduction internationale, Borgia. Oui.
pape meurt et la cité est à feu et à sang. Au moins, les hommes de Cesare ont arrêté les émeutes. Ils les ont réprimés comme des sauvages. Je refuse de mettre les pieds à l'intérieur du palais apostolique tant que le Valentinois y réside. Vous voulez savoir comment Marie Roussin a intégré l'équipe de Tom Fontana, le créateur américain de Borgia? Vous pensez qu'il s'agit d'un coup de bol, d'un piston, ou que cette histoire est inventée? Eh bien, pour connaître la réponse, rendez-vous demain pour la suite de ce grand entretien avec Marie Roussin. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler et puis revenez demain pour la suite de cet entretien. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.